dois m'excuser ou vous demander de m'excuser, ce qui est plus correct parce que ma voix est voilée. Je ne sais pas s'il y a effectivement un virus dans cet amphithéâtre que je n'ai pas fréquenté depuis très longtemps. Et lorsque Muriel et René m'ont appelé pour me dire qu'ils préparaient un colloque sur le consentement et qu'éventuellement ils souhaitaient que j'intervienne, je me suis sincèrement posé les questions pourquoi ? Évidemment, je connaissais, en m'intéressant aux violences sexistes et sexuelles, l'importance du mot consentement, mais j'en connaissais aussi toutes les ambiguïtés. Elles ont été rappelées en un seul mot ce matin par Muriel en parlant de zone grise du consentement qui fait porter par certains côtés une responsabilité à la victime. Et à cet égard, je fais une incidente. J'ai été assez heureux de constater récemment que le gouvernement français, qui définit le viol par une pénétration par contrainte, avec quelques autres adjectifs, ne souhaitait pas s'associer à une modification d'une loi européenne sur le viol qui voulait introduire la notion de consentement. C'est en effet, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile, qui présente pas mal d'ambiguïté et que le mot zone grise définit bien. J'ai donc discuté avec Muriel et je lui ai dit peut-être que je n'ai pas grand-chose à dire sur le consentement, mais par contre, il me semble qu'un éclairage sur ce problème sociétal majeur que constituent les violences sexistes et sexuelles, un éclairage par quelqu'un qui a la prétention de connaître un peu le cerveau, serait intéressant. Et elle y a consenti, c'est le cas de le dire. Donc je vais d'abord vous rappeler peut-être en deux diapositives un peu chargées, mais sur lesquelles nous passerons très vite, que les violences sexuelles et sexistes, tant chez l'adulte que chez l'enfant, constituent ce que j'ai pu appeler un fléau planétaire ou un fléau mondial. Et la première diapositive, comment elle passe, voilà. Elle vous rappelle à gauche l'organisation, c'est un document émis par mon université sur la mission égalité qui montre la pyramide des violences sexuelles et sexistes. Et à droite, il y a beaucoup de chiffres dont évidemment que je ne vous demande pas de retenir, mais qui permettent de montrer que c'est vraiment ces chiffres, par exemple 94 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol en France chaque année, 87% des violences sexuelles conjugales sont des femmes, il y a des viols de masse, des viols de guerre, il y a 122 féminicides et le chiffre malheureusement en 2021 ne semble pas diminuer malgré des mesures qui ont été prises. Donc c'est vraiment, et à cet égard d'ailleurs, des études comparatives montrent que l'espèce humaine est de loin la plus violente des espèces qui occupent la Terre. En contraste de cet aspect-là, 10% des victimes seulement portent plainte, 100% des femmes victimes ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement dans les transports en commun, 3% des violeurs sont condamnés seulement, et plus de 90% des personnes condamnées sont des hommes. À ce fléau chez les adultes s'ajoute un deuxième élément qui est la pédocriminalité, qui est aussi un fléau planétaire. On sait depuis longtemps que naître fille est une condition à haut risque et je rappellerai brièvement ces mutilations et ces traditions tenaces, les mutilations barbares des femmes dans un certain nombre dans l'histoire de l'humanité. L'inceste est théoriquement un tabou et il y a eu des théories sur l'inceste, le tabou de l'inceste fondateur de l'Organisation des sociétés, mais c'est un tabou largement transgressé et la pédocriminalité a évolué lentement avec une évolution du droit qui a conduit à ce que finalement une limite d'âge ait été fixée sans rentrer dans des arguties sur différents aspects. Mais aujourd'hui, cette pédocriminalité se développe encore par ce que j'appelle la pédocriminalité 2.0, ce que les gens appellent, c'est-à-dire la pédocriminalité à distance, dans lequel le pédophile n'a plus besoin de se déplacer en Thaïlande ou etc. Il passe par le darknet et il peut
voir un certain nombre de choses et demander qu'on recommence, etc. À cette pédophilie, cette pédocriminalité 2.0, je la rapproche de quelque chose qui est différent, mais qui est également très important, c'est l'explosion de la pornographie sur Internet et l'accès des jeunes enfants à la pornographie, qui est considérée comme, d'une certaine manière, une éducation au non-consentement, puisque tout ce qui a été vu sur Internet est considéré comme la norme. Évidemment, l'effet de la pédocriminalité est particulièrement grave en termes de lésions et en particulier de lésions du cerveau, puisque le cerveau est en construction, il est dans une phase de construction de la formation des réseaux de neurones, et ces stress et ces traumas pourront abîmer cette construction. C'est un trauma qui est souvent enfoui et il y a une cascade de séquelles pathologiques sur lesquelles je reviendrai rapidement, dont la plus connue est le PTSD, pour employer l'expression anglo-saxonne, le Post-Traumatic Stress Disorder. Alors, heureusement, le mouvement MeToo est arrivé et il a permis une lutte contre une société organisée depuis longtemps autour du patriarcat, avec une domination masculine et une sexualité féminine longtemps réprimée et méprisée. Et j'ai pris pour symbole de la lutte ou de l'aspect symbolique de la lutte, de la réhabilitation de la sexualité féminine, le fait que le clitoris est devenu un organe qui occupe la communication et la presse, seul organe du plaisir, longtemps occulté et méconnu, et maintenant qui est vraiment mis en avant par les féministes. Ces luttes féministes se sont développées pendant le XXe siècle, mais depuis 5 ans et après MeToo, les violences systémiques sexuelles ont été reconnues malgré des résistances du patriarcat. Tout ceci pour dire que, en parallèle, un certain nombre de gens travaillaient sur la physiologie de la sexualité, et il y a une rencontre de deux lignes de recherche, ou de 2 lignes de connaissances, ou de 2 lignes de mouvement politique. C'est qu'il apparaît clairement que l'organe qui est le chef d'orchestre et qui est la cible principale des violences sexuelles et sexistes, c'est le cerveau. Et donc il m'a paru important d'éclairer un certain nombre de recherches qui ont été faites par les neuroscientifiques sur l'organisation du cerveau, la physiologie de la sexualité et éventuellement de l'agressivité, puisqu'elle joue un rôle important. Bien entendu, il s'agit d'une approche que certains critiques pourraient qualifier de réductionniste, mais c'est une approche qui ne méconnaît pas l'aspect interdisciplinaire et pluridisciplinaire du problème des violences sexistes et sexuelles. C'est simplement une contribution supplémentaire à ce problème complexe. Donc, un certain nombre de recherches que je ne vais pas détailler ont montré que le cerveau est le chef d'orchestre ou on pourrait dire maintenant, des sexualités harmonieuses, réussies, et de nombreuses études utilisant les techniques, soit chez les modèles animaux, soit chez l'homme, des techniques d'imagerie, etc., y compris des techniques pendant l'acte sexuel, ont montré que l'acte sexuel, en tout cas, mettait en jeu de très nombreuses structures cérébrales qui sont représentées schématiquement là par un dessin qui montre quand interviennent en particulier le circuit de la récompense, le circuit de la dopamine, le système limbique qui est impliqué dans les émotions, que les messages sensoriels arrivent au niveau du thalamus, que le cortex est alerté, évidemment. Donc je n'entrerai pas dans ces détails, mais ces travaux sont innombrables et ils ont aussi, au-delà de l'aspect des différentes zones cérébrales impliquées, ils ont montré le rôle de tout un cocktail de substances qui sont d'une part les hormones sexuelles, car malgré des controverses qui sont apparues, puisque on ne peut pas distinguer un cerveau adulte macroscopiquement d'un homme et d'une femme, on sait maintenant par toute une série de travaux qu'il y a une véritable sexualisation du cerveau au niveau synaptique et cellulaire. Donc les hormones sexuelles périphériques et toute une série de neurotransmetteurs qui sont impliqués dans ces circuits et qui font l'objet d'études intenses. J'ai juste cité la dopamine, la noradrénaline, l'ocytocine, la vasopressine, la kispeptine qui simule l'axe hypothalamo-hypophysaire, en particulier pendant l'acte sexuel. Donc vous voyez tout un corpus de connaissances qui étudiait la physiologie de l'acte sexuel. Et par ailleurs et indépendamment,
un certain nombre de neurobiologistes se sont intéressés à le rôle du cerveau dans l'agressivité. Et là, il est apparu que le cerveau contient un centre assez spécialisé, bien entendu en interaction avec d'autres centres, qui est un centre qui contrôle l'agressivité et qui comprend 4 noyaux qui sont indiqués. Il y a une flèche sur ce truc ? Non. Peu importe. Qui sont indiqués. Est-ce qu'on voit la flèche là ? Non. Ici, c'est-à-dire un petit noyau qui s'appelle le BNST, l'amygdale, l'hypothalamus ventromédian et le noyau prémammillaire. Et donc c'est un centre assez limité, bien organisé, présent dans la plupart des espèces, présent chez l'homme et chez la femme, avec éventuellement des différences, et qui est évidemment en interaction avec des afférences sensorielles, des afférences endogènes, ce qu'on appelle l'interoception, et avec le cortex préfrontal, le septum, et aussi des interactions avec le circuit de la récompense autour de la dopamine. Donc un centre de l'agressivité sous des influences multiples qui a été bien identifié, mais ces influences qui peuvent intervenir comme des systèmes de régulation peuvent agir à des échelles de temps différentes. Elles sont très nombreuses, des influences hormonales, les cycles circadiens, le microbiote, les stress chroniques qui aboutissent à une situation qu'on appelle le social defeat. Par contre, ce qui reste encore très très mystérieux, c'est les mécanismes du passage à l'acte. Pourquoi est-ce que quelqu'un va passer à l'acte à un moment donné, un agresseur ? Et on a pu définir donc ce qui est indiqué ici, un réseau neuronal des comportements sociaux dans lequel le centre de l'agressivité, même s'il est bien défini et localisé, il interagit avec d'autres zones comme le septum, l'aire préoptique médiane et l'hypothalamus antérieur. Donc vous voyez qu'il y a des progrès quand même très nets qui sont faits dans le contrôle de l'agressivité. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que sexualité et violence ont en commun des structures cérébrales. C'est déjà un point qui paraît très important. L'amygdale, l'hypothalamus ventromédian, le septum, le cortex préfrontal et le système de récompense avec la dopamine. Donc, il y a une structure qui partage, qui intervient à la fois dans la physiologie de l'acte sexuel et dans le contrôle de l'agressivité. Et je voudrais simplement montrer un exemple de comment la technique peut faire avancer des connaissances. Souvent, on pense qu'il faut avoir des hypothèses et que la technique suivra, mais parfois, il y a des percées technologiques qui font... Et cette percée, c'est l'optogénétique. Vous savez que classiquement, quand on travaille sur des rongeurs, par exemple, on stimule une région du cerveau pour voir ses réponses, etc. Mais évidemment, ces stimulations ne sont pas du tout spécifiques. Et grâce au progrès du génie génétique, on a pu, et c'est indiqué ici sur une souris, encoder dans des neurones qu'on veut cibler une protéine qui réagit spécifiquement à la lumière. Vous voyez qu'à ce moment-là, si on éclaire l'animal qui a cette protéine dans des neurones d'intérêt, on peut stimuler spécifiquement ces quelques neurones et en même temps enregistrer le comportement de l'animal, enregistrer les décharges électriques de ces neurones. Vous voyez par exemple à droite, un exemple qui a à voir aussi avec l'agressivité, c'est la dominance. Si on a un test de dominance, c'est de mettre 2 souris face à face dans un tube et on constate que si on stimule les structures appropriées, une souris devient dominante par rapport à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans des organismes beaucoup plus simples, et vous savez combien la mouche drosophile a intéressé les biologistes et les généticiens, dans les organismes aussi simples que la mouche, avec tout l'intérêt que présente cette simplicité, il existe des groupes de neurones qui ont été identifiés et qui sont impliqués à la fois dans le comportement de séduction et dans le comportement d'agressivité. Et il est possible, même degré de sophistication assez intéressant, de montrer qu'en stimulant par l'optogénétique ces quelques neurones, suivant l'intensité de la stimulation, on a des différences de décharge neuronale et l'animal va shifter de l'agressivité vers la séduction. Donc il y a bien un lien qui existe entre ces deux phénomènes physiologiques. Après, bien entendu, les situations de violence sexiste et sexuelle ont aussi de nombreuses conséquences sur le cerveau. Le cerveau est la cible principale
finalement des violences sexistes et sexuelles, et essentiellement la santé mentale, et un certain nombre de travaux, en particulier... Une minute. Ça change suivant les sessions. Le post-traumatic stress disorder, qui a été identifié à partir, est une lésion, enfin, est une conséquence qui a été très étudiée par les psychiatres et en particulier Muriel Salmona, qui vient, cette notion vient des champs de bataille, de la notion des explosions, du blast, et elle se traduit par une symptomatologie agissant sur la mémoire, avec des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, un détachement du monde, un état de sidération, qui se chronicise avec la répétition des violences, mais cette chronicisation, ce détachement n'est pas un consentement. Et ce consentement a été étudié parce qu'il est susceptible d'aboutir à une amnésie traumatique, mais avec reviviscence, et qui peut être soit une reviviscence de la mémoire telle qu'elle était enfouie, soit des modifications. Ça a été étudié sur d'autres systèmes, en particulier dans l'étude des personnes qui avaient subi les attentats du Bataclan. Et là encore, on a des structures cérébrales qui sont impliquées dans le stress post-traumatique, je passerai. Maintenant, je voudrais descendre d'échelle, changer d'échelle. Je vous ai représenté des structures par des ronds, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans tous ces ronds? Il y a une hypercomplexité de réseaux de neurones, c'est-à-dire que c'est assez fascinant de voir que un cerveau humain contient 100 milliards de neurones et qu'il y a 10 000 synapses, c'est-à-dire les contacts entre deux neurones où se fait la transmission par neurone, tout ceci étant des chiffres moyens, mais qui rappellent un peu la complexité de l'espace. Donc, c'est assez fascinant, comment peut-on comprendre l'organisation d'une telle structure, d'autant que cette structure est affectée d'un élément très important qui est la plasticité. C'est-à-dire que ce n'est pas une structure fixée. Cette plasticité existe, bien entendu, à l'état maximal au cours du développement. Vous voyez l'échelle de l'organisation d'une simple synapse, qui est déjà une micro-usine, d'un neurone avec 20 ou 30 000 synapses, puis un réseau de neurones. Et la plasticité synaptique et la plasticité cérébrale est maximale au cours du développement, d'où l'importance les conséquences de la pédocriminalité, mais aussi elle se poursuit pendant toute la vie, et on pourrait même dire que, et je n'ai pas le temps d'en parler, que pour un certain nombre de biologistes, la question qui se pose, c'est est-ce que ça n'est pas le support de la personnalité? Et la question de la personnalité est essentielle quand on s'intéresse aux agresseurs. Alors c'est un peu peut-être simple de dire ça, mais la question du self, qu'est-ce qui fait que je suis différent de mon voisin et qu'éventuellement je suis un agresseur? Les biologistes pensent qu'elle est située à l'intérieur des réseaux de neurones. Et elle peut aussi changer toute la vie, ce qui est important parce que ça peut laisser un espoir de rattraper des traitements. Je sens qu'il faut que j'aille vite. C'est-à-dire... Tu veux que je m'arrête? Pas vite, très très vite. Très très vite. Il est temps de remercier. Donc, je voulais dire que les neurosciences sont, bien entendu, il y a un certain nombre de thérapeutiques qui existent, et aussi il y a des éléments très importants comme la prise en charge et la protection des victimes, dans lesquels la France a fait des progrès, mais avec des résultats qui sont inférieurs, par exemple, à ceux de l'Espagne. Il y a des psychothérapies, des nouvelles thérapies cognitivo-comportementales. Je voudrais souligner aussi l'intervention. Il y a une nouvelle catégorie de molécules sur lesquelles on fait des essais cliniques qui étaient avant considérées comme des drogues, dont l'exemple type est l'ecstasy. Et il y a des essais cliniques actuellement utilisant l'ecstasy ou d'autres disciplines. Le traitement, tout ça pour le traitement des victimes. Pour le traitement des agresseurs également, je voudrais insister sur le fait qu'il y a un début d'étude de la pharmacologie de l'agressivité, et l'exemple est donné par une ferrohormone qui s'appelle l'hexadécanal, qui diminue l'agressivité chez l'homme en instillation nasale et qui l'augmente chez la femme pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Enfin, si, c'est parce que la ferrohormone est produite par les cheveux du bébé et ça donne à l'enfant, à la mère, une agressivité plus importante pour défendre sa portée. Voilà l'explication. Dans les deux cas, se développent aussi maintenant des techniques qui sont des techniques de thérapie par stimulation, par neurostimulation transcrânienne, c'est-à-dire pas des stimulations invasives, et en particulier la technique de neurostimulation magnétique
Donc je sens que mon voisin de droite va me dire qu'il faut que j'arrête. Mais à long terme, ce qui est important, c'est de reconsidérer l'importance de cette plasticité synaptique, c'est-à-dire que j'ai répété 3 fois le mot éduquer, 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 car le cerveau est plastique et c'est par des techniques qui se fonderont sur cette plasticité synaptique qu'on arrivera peut-être et à guérir les victimes et à améliorer les agresseurs. Si vous voulez en savoir plus,